Bonsoir François Hesbourg. Bonsoir. Vous êtes une voix très écoutée sur les questions géopolitiques. Ravi de vous recevoir sur ce plateau ce soir. Vous êtes conseiller spécial à la Fondation pour la recherche stratégique. Et dans cet essai percutant que voici, eh bien vous alertez sur les risques de retour de la guerre. C'est le titre de votre livre, aux éditions Odile Jacob. Une vision assez sombre, mais avec des nuances. Le tableau est noir, dites-vous, mais les nuances de noir sont aussi multiples qu'un tableau de soulage. Reste à savoir quelle nuance de noir dominera. Quel optimisme. C'est quand même plutôt une vision, non pas en demi-teinte, mais une vision qui tire vers le sombre, hein, très sombre. Nous sortons de la période dite de l'après-guerre froide, pendant laquelle on n'était pas menacé par une guerre nucléaire, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Et bien sûr, il y a eu des actes de terrorisme, parfois épouvantables, y compris à Paris. On a eu des guerres d'Irak, des Américains, et ainsi de suite. Mais on n'a pas eu de grandes guerres. Comme celles qu'ont connues nos ancêtres. Je ne parle pas forcément des guerres mondiales. Hein. Je parle de la guerre de Crimée, par exemple, avait tué 70 000 Français. La guerre de 1870 avait tué plus de 100 000 soldats français, et ainsi de suite. Donc on revient, pour des raisons que j'explique dans mon livre, vers des risques des conflits massifs, y compris entre des États, et des États, j'allais dire, non pas des États effondrés, des États qui sont ravagés par l'incompétence ou la corruption, mais par des États modernes, des États normalement à peu près fonctionnels. Comme des superpuissances, vous pointez du doigt les États-Unis et la Chine. Et effectivement, vous dites que la guerre froide, pour le coup, n'est pas une option. Vous parlez de confrontation directe. Alors, le problème, c'est que, quelque part, quand les gens disent « Oh là là, mais vous parlez comme si la guerre froide allait revenir », je dis « Ah, ça, ce serait presque bien. » Si seulement, oui. Pas si seulement. Le problème, c'est que la Chine et les États-Unis ne sont pas dans une relation de dissuasion mutuelle que l'un et l'autre acceptent quelque part, comme le faisaient les Américains et les Soviétiques pendant la guerre froide. Et ça, c'est, j'allais dire, au plan politico-stratégique, mais au plan technique aussi, la probabilité de guerre est devenue beaucoup plus importante, et pour quelque chose que l'auditeur comprendra facilement. Pendant la guerre froide, on n'a pas tiré pendant la crise des missiles de Cuba, on n'a pas tiré pendant les crises de Berlin. Pourquoi est-ce qu'aucun soldat américain, aucun soldat soviétique ne s'est tiré dessus? Parce que chacun savait que si on franchissait le seuil de l'ouverture du feu, la Troisième Guerre mondiale risquait d'arriver vraiment très vite. Et aujourd'hui, l'équipe ne peut plus fonctionner. Aujourd'hui, vous avez les cyberattaques tous les jours. Vous dites ça, que ça a énormément changé, hein, les rapports de force et de stratégie. Les rapports de force, et il n'y a plus de césure nette et claire entre ce qui constitue la paix ou la non-guerre, comme on voudra, et ce qui constitue la guerre. Une cyberattaque, comme il y en a tous les jours, contre les hôpitaux, comme il y en a eu pendant la pandémie. Hein. Là, en l'occurrence, c'est surtout d'attaques. Avec des sortes de piratage. De piratage, pour essayer... Des réseaux informatiques. Pour ramasser du fric, des rançons, on appelle ça des rançons judiciaires. Vous avez une chose comme ça qui dérape. Vous avez des centaines de morts parce que le réseau électrique aura été mis en drapeau par une attaque cybernétique. Et contrairement à ce que l'on dit parfois, soit pour se rassurer, soit pour rassurer les populations, en fait, on arrive quand même à tracer l'origine des attaques, peut-être pas tout de suite, mais on arrive à les tracer quand même. Et vous découvrez que le pays qui a détruit votre réseau électrique, c'est le pays X ou le pays Y. Vous considérez ça comme un acte de guerre? A priori, oui, s'il y a des centaines ou des milliers de morts. Donc, vous allez réagir. Donc ça peut arriver. Ça peut parfaitement arriver. Donc, l'escalade depuis la paix vers la guerre, il n'y a plus de rupture de continuité comme il y en avait pendant la guerre froide. Et à l'autre bout de l'échelle,
vous avez des nouvelles armes de destruction massive, les armes hypervéloces dont on a beaucoup parlé à juste titre sur les antennes au cours des derniers mois avec les essais chinois, mais il y en a aussi il y a des essais russes, des essais américains et même des essais français. Tous ces nouveaux missiles qui déstabilisent très considérablement ce qu'on appelle la gestion de crise. Donc on se trouve, toutes choses étant égales par ailleurs, dans un environnement qui est plus belligène, qui est plus dangereux. Quelle est la cause la plus probable d'affrontement aujourd'hui? On vient de parler des États-Unis, de la Chine. Là, dans l'époque que l'on vit, dans un à court terme. Il y en a deux. Le court terme, dans le domaine militaire, c'est quelques années. Hein, bien sûr. L'un, c'est l'Ukraine. Vous pensez à l'Ukraine, j'allais vous parler de Taïwan et vous répondez en première position l'Ukraine. L'Ukraine, tout simplement à cause de ce qui s'est passé depuis quelques semaines, la mise en place d'un dispositif russe militaire autour de l'Ukraine. Aux frontières. Qui est à la fois important et, j'allais dire, de bonne qualité, dans le sens où cette montée en force, cette montée en puissance est composée d'unités expérimentées, compétentes et ainsi de suite, et le tout accompagné par des revendications politiques et stratégiques de la Russie qui sont, jusqu'à présent, considérées comme inacceptables, et par l'Ukraine d'un côté, à qui la Russie demande grosso modo de renoncer à sa souveraineté, et inacceptables pour les pays européens et d'Amérique du Nord, à qui l'on demande de faire la part du feu et de laisser les Ukrainiens à leur triste sort. Ça, c'est ce qui mobilise à l'heure actuelle les chancelleries. Et puis l'autre, bien entendu, c'est Taïwan. C'est Taïwan. Alors là, on précise en ce moment que le secrétaire d'État américain est en tournée dans le sud-est asiatique et qu'il y va, dit-il, pour aborder le renforcement de l'infrastructure régionale de sécurité en réponse au harcèlement de la République populaire de Chine en mer de Chine méridionale. Langage très diplomatique, il parle quand même de harcèlement. Oui. Traduction. Traduction, c'est que c'est pas pour demain, mais ça peut être pour après-demain. C'est-à-dire, la Chine, Pékin, ne fait pas mystère du fait que Taïwan a vocation à être réunifié à la mère patrie de gré ou de force. Les États-Unis ne font pas non plus mystère qu'ils sont prêts à défendre Taïwan. Non seulement les Taïwanais, eux, disent très clairement qu'ils vendront leur peau très cher, mais effectivement, les États-Unis ont indiqué il y a quelques semaines que Taïwan bénéficierait du parapluie de défense américain. Donc ça, ce sont les deux points. L'Europe dans tout ça? L'Europe. On a beaucoup entendu parler de l'Europe de la défense, qui est chère à Emmanuel Macron. L'Europe, par rapport à Taïwan d'abord, Taïwan c'est loin, nous ne sommes pas directement exposés militairement à ce qui peut se passer dans la région, mais il ne faut pas oublier que là, on est dans le pivot de l'économie mondiale, et s'il y a des choses désagréables qui se passent dans ces parages-là, nous sommes directement affectés dans notre vie économique, sans parler bien entendu à des risques de coercition notamment par les Chinois qui ne font pas mystère du peu de cas qu'ils font de la crédibilité des démocraties supposées déclinantes et ainsi de suite. L'Ukraine, c'est une autre affaire, l'Ukraine, c'est à côté. Merci à vous pour cette analyse, François Hesbourg. Et évidemment, Retour de la guerre aux éditions Odile Jacob, la complexité de ce monde qui est résumée dans ces pages-là absolument passionnantes. Merci à vous. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission. Merci bien.